Le sujet que j'avais choisi aujourd'hui, sans l'annoncer, c'était la confiance en soi. On sait que l'attitude, la façon dont on marche, dont on évolue, dont on bouge, sont des choses que l'interlocuteur en face de soi, il voit. Et qui peut lui donner des indices de la confiance en soi qu'on peut avoir. Donc par ricochet, si on inverse le truc, se tenir droit, le menton haut, le torse bombé, etc. Les mouvements du corps, si on les modifie par ricochet, donc on peut estimer que la personne en face de soi pense qu'on a confiance en soi. Mais pour autant, rien que le simple fait de changer d'attitude, de posture, voilà, je cherchais le terme adéquat, le simple fait déjà de changer de posture, ça change la donne. Mais tout ça, c'est un peu traître, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tout ça, c'est un peu traître parce qu'on peut, tu en es un bon exemple, entre guillemets, afficher un certain bagou, une certaine aisance, une certaine... façon de se mouvoir, de se comporter avec les autres, qui peuvent laisser à penser que on a super confiance en soi, alors qu'on l'a pas. Et dans ce cas-là, le truc c'est que c'est ce qu'on appelle un faux self. C'est un costume qu'on se met, un masque et un costume qu'on se met, qui nous rend bien service sur le principe, puisque vis-à-vis des autres. On a la possibilité de les gruger, entre guillemets, de laisser passer un truc qui vient de nous, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Mais ce qui est délicat, dangereux, c'est qu'au final, même en ayant ce faux self, c'est l'armure, le costume, tout ce qu'on veut, le truc c'est qu'on finit par être... Enfin, on est foncièrement pas aligné avec soi-même, pas aligné avec cette vraie confiance en soi. Ce décalage-là fait qu'à un moment donné, il y a le syndrome de l'imposteur qui ressort, il y a tout un tas d'hésitations, de doutes, de questionnements qu'on peut avoir tout seul, on n'a pas besoin d'être 15, qui font que la confiance en soi qu'on a affichée, foncièrement, elle est plus là, quoi. Du coup, c'est pas qu'elle est plus là, c'est que comme c'était un costume, en fait, elle a jamais été là. Et c'est là où ça bug. C'est là où ça bug parce que quand on affiche une certaine confiance et que on n'en a pas les actions derrière, on n'en a pas les pensées, on n'en a pas l'attitude, etc. Face à un partenaire, par exemple, si je reprends quelques infos, Mike, face à un partenaire, le truc c'est qu'on peut afficher toute la confiance du monde, mais si on n'a pas les actions derrière, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que du coup, d'abord la confiance en soi, c'est la priorité. La confiance que peut nous accorder l'autre parce qu'on aurait confiance en soi, c'est d'abord quelque chose qui se gagne. Mais pour le business, le problème c'est que si jamais on se loupe, non seulement on a perdu la confiance de notre interlocuteur, de notre partenaire, mais voire ça peut aller complètement à l'opposé. Si notamment le partenariat fait que l'autre perd de l'argent, perd de la visibilité, perd je sais pas quoi, du produit, etc. J'ai eu l'occasion là d'avoir une cliente qui a un poste à responsabilité, qui affiche une position, une aisance, qui parle entre guillemets haut, fort et clair. Ça c'est un des symptômes entre guillemets de quelqu'un qui a une certaine confiance en lui, qui est un peu falsifiée, et qui affiche cette confiance qu'on pourrait penser inébranlable. Et quand on discute avec cette personne, elle paraît effectivement avoir une certaine confiance en elle. Sauf que la confiance en elle ne se matérialise, entre guillemets, que parce qu'elle maîtrise son job. Voilà. En dehors de la maîtrise de son job, si on la sort de ce contexte-là, alors ça peut être la vie perso, ça peut être la vie amicale, la vie amoureuse, mais ça peut être
je sais pas moi, avoir une action, même dans son job qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne contrôle pas, tout d'un coup, il y a tout qui s'effondre. Donc, une fois de plus, hein, sur son business, si effectivement on a cette première approche avec ce faux self de confiance en soi, mais que derrière il n'y a rien, parce qu'il y a tout un tas de doutes, il y a tout un tas de questionnements, il y a tout un tas de déstabilisation, parce que on n'a pas le contrôle, on ne sait pas, on flippe et du coup on n'avance pas, bah, il n'y a plus de confiance en soi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, je pourrais vous donner tout un tas de conseils. Voilà, je vous dis de posture, tout à l'heure j'en parlais, se tenir droit, le torse bombé, le menton haut. Voilà, quand on est dans la rue, on ne regarde pas ses chaussures, on baisse pas les yeux quand on croise quelqu'un. Quand on va à la boulangerie, on regarde la boulangère qui est plutôt charmante ou pas, et on lui fait un grand sourire et on lui dit un bonjour madame comme ça, bien haut, bien clair, etc. Ça aide, ça aide entre guillemets à générer une certaine aisance. Ça déclenche les premiers entre guillemets les premiers prémices d'une création de confiance en soi, mais ce sera jamais suffisant. Alors, on va pas aller chez le psy non plus, hein, accessoirement quand même, quoique pour certaines fois ça peut être nécessaire. J'ai envoyé quelques clients quand même sur le sujet. Il est clair que de toute façon, le manque de confiance en soi a une racine. Je suis intimement convaincue que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a à la naissance. Un peu comme on est, du verbe naître, on est bon par nature, on est confiant par nature. Ce qui abîme le truc en cours de route, clairement, une fois de plus, hein, c'est les parents. Les parents jouent un rôle important dans le fait dans la détérioration de sa confiance en soi. Alors enfant, on se rend pas compte hein, que nos parents abîment notre confiance en nous. Hein, c'est pas, on s'en souvient pas de toute façon, donc la question se pose même pas. Mais la façon dont ils nous parlent, la façon dont ils nous élèvent, la façon dont ils nous guident, la façon dont ils nous éduquent, nos parents ont une influence hyper importante sur la détérioration de la confiance en soi. Merci d'être d'accord, Mike. et c'est une des sources, il y en a plusieurs, hein, mais c'est la plus éloignée, peut-être la plus profonde de la détérioration du manque de confiance en soi. Donc, si on part sur cette approche-là, ça veut dire que, alors, je vais être un peu rude, hein, je vais être un peu brute, mais limite, si c'est le cas, si on constate qu'effectivement c'est nos parents qui nous ont fait le plus de mal, quittez-les. Je n'ai pas d'autre manière de le dire. Quittez-les. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui vous estimez être plus à l'aise, etc., ils ont quelque part cette emprise qui reste. Il vous pousse à dire certaines choses et pas d'autres, à formuler les choses différemment et pas d'autres, parce que vous savez que, et pas autrement je veux dire, parce que vous savez qu'ils vont pas être d'accord, parce que vous savez qu'ils vont vous faire des remarques, parce que vous savez qu'ils vont être désobligeants et désagréables. Donc pour éviter ça, vous leur mentez, mais ça joue pas clairement en votre faveur, mais alors pas du tout. Alors oui, on pourrait dire, ouais, on assure le strict minimum, on s'appelle de temps en temps, on se voit de temps en temps, on fait un effort. Sauf que ça vous coûte plus que ça vous rapporte. Alors oui, on est dans une évolution de l'être humain, une éducation, un pays, voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, où, putain, on dit l'important c'est la famille. Ouais, mais est-ce que finalement l'important, c'est pas la famille qu'on se crée, nos amis, nos partenaires de vie, etc., nos enfants, est-ce que c'est pas plutôt ça, notre famille, plutôt que d'être dans l'obligation de continuer à côtoyer nos parents parce que on le dit. Et vous connaissez l'expression « on est un con », donc rien ne nous oblige à le faire. S'ils nous font plus de mal que de bien, il n'y a aucun intérêt. S'ils sont les artisans, à la base, hein, les artisans,
les bourreaux, entre guillemets, que vous avez eu en tant qu'enfant et qui vous ont abîmé votre confiance en vous, c'est quoi l'idée de continuer à les côtoyer si ils continuent à vous faire du mal, à être désagréables, à vous faire des remarques, à vous rabaisser, à vous dire que vous êtes bon à rien, etc. Enfin, il y a des expressions comme ça, il y en a pléthore. Donc, ouais, faut couper les ponts avec ses parents. Ouais, faut couper avec les ponts parce que ça peut être salvateur, parce que ça peut permettre aussi de se rendre compte que inconsciemment, hein, c'est pas quelque chose de tangible d'abord, mais c'est pas quelque chose qui, on veut pas l'accepter parce que c'est pas censé être normal entre guillemets, mais il y a une espèce de cordon ombilical qui est pas coupé. Si c'est eux qui ont laissé une trace forte dans la détérioration de votre confiance en vous, il y a ce lien qui perdure quand vous continuez à les côtoyer. Et dès l'instant où on coupe le cordon, c'est pas quelque chose, une fois de plus, dont on va pas ressentir les effets immédiatement, mais avec le temps, on s'aperçoit que finalement c'est nettement mieux. Notre relation s'est nettement améliorée. Ta relation avec tes parents, Mike, tu parles ? Bon, je pense que c'est de ça dont tu parles. Alors oui, voilà. Donc oui, mais sur le principe, pour en arriver à une amélioration, la seule action, c'est taper du poing sur la table. Je simplifie le truc, mais l'idée, c'est d'avoir une vraie conversation en profondeur, franche, honnête, et de pouvoir annoncer haut et clair, ça suffit comme ça. Sauf que pas tout le monde est capable de le faire dans la mesure où, justement, quand la confiance a été abîmée par les parents, et je parle quand les parents ont vraiment joué un rôle, hein. Je vais donner un autre exemple, mais c'est pas facile d'avoir une conversation en profondeur, c'est pas facile de dire les choses ou de les entendre et de taper du poing sur la table. Pas tout le monde est capable de le faire. En général, on accuse le coup, on fait le dos rond et ouais, c'est mes parents. Ouais. Bon, c'est des êtres humains aussi avant tout. Ouais, alors, je disais, si c'est hormis les parents qui peuvent être les artisans de la détérioration, donc de la confiance en soi, il est clair qu'il y a alors, je parle de maltraitance psychologique, voilà, des phrases désagréables, une éducation pas épanouissante. Mais il y a aussi, après, il y a les maîtresses, les maîtres et les maîtresses à l'école. Il y a les autres enfants. Il se peut que on ait des parents qui soient entre guillemets un peu lisses comme ça, qui pas forcément été désagréables ni quoi que ce soit, sauf qu'ils vous ont pas encouragé non plus. Donc quand on est à l'école, qu'on a des notes pas terribles par exemple, que le maître ou la maîtresse fait des remarques un peu désobligeantes, que le reste de la classe se moque un peu, à la cour de récré font des remarques désagréables, et que derrière les parents, ils tirent pas leur gosse vers le haut, on en fait des gens dont la confiance en soi est abîmée. Donc c'est pas, les parents sont pas forcément les artisans, hein, c'est un exemple, c'est un exemple plus courant entre guillemets, mais il y a l'école aussi, voilà, avec cette approche-là, on fait partie. Il va y avoir un peu plus éloigné dans le temps. Les premières relations entre guillemets, alors je mets des guillemets amicales qu'on peut avoir donc avec ses copains et ses copines à l'école, puis après l'adolescence avec les premières expériences, tout ça peut concourir à tout un tas de failles dans la confiance en soi qui, avec le temps, elles n'arrêtent pas de s'élargir. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne derrière, et je pense que c'est le rôle des parents déjà à la base, mais il n'y a personne derrière pour dire stop, ok, t'as de l'acné mon fils, je t'aime mon fils, mais ça fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait pas de toi un incapable. Ça fait pas de toi un idiot. C'est quand même le job des parents. Mais on peut avoir peut-être un tonton, une tata, une grand-mère, hein, des fois bienveillante, qui va relever le niveau. Mais on va être très vite abîmé par des expériences où... de toute façon, très clairement, les premiers symptômes, c'est clair. Hein, si on vous fait des remarques dans la cour de récré que vous pleurez au bout de 5 secondes,
c'est clairement que vous prenez les choses personnellement et c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a déjà quelque chose qui est abîmé. Hein. Et donc avec le temps c'est pareil. Aujourd'hui en tant qu'adulte, on peut avoir une discussion un peu tendue comme ça avec quelqu'un et pour autant, s'il y en a un qui s'énerve et qui monte dans les tours, c'est qu'il a pris les choses un peu personnellement. Ça veut dire qu'il y a une blessure, que ça saigne encore et que il y a du boulot. Donc la première démarche, on est toujours sur le même type de fonctionnement, entre guillemets, la méthode unique, elle est toujours pareille, c'est identifier ce qui a créé la faille ou les failles, la détérioration, mais les endroits précis, les personnes précises, etc., qui ont généré cette baisse de confiance en soi. Donc, 1, on identifie la source. 2, on identifie les émotions. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a fait... qui m'a surprise étonnamment quand j'ai creusé le sujet. Alors je sais qu'on a une très belle langue, on a énormément de mots, tout en finesse et en subtilité, ce qui n'est pas toujours dans d'autres langues, mais on a une très belle langue pour ça qui est très riche. Et pour autant, il y a une palette énormissime d'émotions dont on ne connaît pas le quart de la moitié du centième des mots. Pour les exprimer. C'est j'ai peur, je sais pas, je suis pas bien, voilà. Et tout ça, on le dit pas parce qu'on connaît pas le mot. Après, il y a tous les émotions toutes les émotions qu'on n'est pas capable de dire à voix haute. Voilà. J'ai les boules. Je suis vénère, tout ce qu'on veut, mais ça change aussi la donne que de dire tout simplement je suis en colère pour telle ou telle chose. Et c'est pas contre quelqu'un, c'est pour telle ou telle chose. On peut pas être en colère contre quelqu'un. Il fait sa vie, vous faites la vôtre. Il faut être détaché de tout ça. Mais cette palette d'émotions, petite recherche sur Internet, il y a de jolies listes. Ben, une fois qu'on se plonge dedans, ben, on s'aperçoit qu'on est plus, il est plus facile d'identifier ces émotions quand on a le bon mot à côté. Ça change toute la donne. Donc l'identification des émotions, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Et avec cette identification des émotions, est relié des pensées. En général, pas très bonnes, hein, on est d'accord. Donc là aussi, c'est pareil. La méthode, enfin l'approche consiste à, et là vaut mieux un papier, un stylo, à noter ses pensées. Et de les relire plus tard, parce que quand on va relire, on va dire « Ah ouais, mais j'ai pensé ça. Ah non, ça, c'était pas bien. » Hop. Ça permet de mettre une alerte. C'est pas que c'était pas bien, c'est que vous l'avez pensé sur ce moment-là. Donc il faut accepter qu'on ait des pensées aussi négatives. Hein. Tout le monde a des pensées de suicide, même si on n'en a pas envie. Tout le monde a des pensées de meurtre, alors qu'on va pas tuer qui que ce soit. Tout le monde a des pensées d'agression, alors que voilà, on n'est pas méchant pour un brin. C'est humain. C'est le côté sombre de l'être humain qu'il faut accepter. Mais ça veut dire aussi que, voilà, sur une mauvaise pensée, dire ok, j'analyse ce que j'ai écrit. J'étais en colère pour quel fait, pour quelle remarque, qui est-ce qui me l'a dit, dans quel contexte, pourquoi on en est venu là, etc. Et ça permet de gratouiller comme ça à l'intérieur et de comprendre que bah, finalement, on était en colère parce qu'il a dit que, je sais pas moi, que j'étais un crétin fini, pour pas dire autre chose. Ok, bah, si je l'ai mal vécu, voilà, c'est la confiance en soi, là, elle a été gratouillée et parce qu'il y a une plaie sanguignolante encore. Mais pour tout, hein, c'est pour tout. Il faudrait que j'ai des heures et des heures pour gratouiller dans tous les sens, mais il y a écrire, c'est salvateur. Écrire, c'est exutoire, pardon, pas exécutoire. C'est pas tout à fait la même chose. Écrire, c'est un super miroir qui permet de prendre conscience et de pouvoir décortiquer les choses une par une. On a genre 4000 idées par jour, 4000 pensées par jour. Pour certains c'est plus, pour d'autres c'est beaucoup moins. Mais on a 4000 idées par jour. Une idée a une durée de vie de 40 secondes. 40 secondes, c'est que dalle. Et du coup, si on note pas, bah, c'est perdu à jamais. Donc, dès que vous êtes en colère, dès que vous avez de la peine, ou dès qu'il y a un truc qui va pas, papier, stylo, on identifie l'émotion et la pensée. Derrière, plus facile d'aller chercher la source, si elle vous vient pas tout de suite. Si vous répondez ouais, t'es comme mon père, ouais, clairement là la source on l'a tout de suite.
derrière, ce qu'il faut faire, c'est faire un point et se dire, ok, ça c'est important, ça l'est pas. Ça me fait du mal, faut que je règle le problème. Ça, je le prends personnellement, ça a touché quelque chose, certes, mais c'est son avis, c'est pas le mien. Elle me voit comme un crétin, bah c'est son avis, c'est pas le mien. Elle me mérite pas. Allez, on va dire ça comme ça. Mais c'est la réponse qu'on a assez facilement comme ça. Mais pour autant, c'est pas ça. C'est juste qu'elle a un avis, une vision, une façon de voir avec son propre filtre, ses expériences, sa façon de penser, son vécu, lui donne une idée de l'atteinte de la situation. Ben vous, avec vos propres lunettes, vous avez une autre vision, une autre teinte du truc. Grosso modo, elle va voir un éléphant, vous y verrez, elle va voir, je sais pas moi, une panthère, vous y verrez un chat, ou inversement, parce qu'on voit pas les mêmes choses, on les perçoit pas. Et pour aller un tout petit peu plus loin, quelquefois, avec ce genre de conversation, la confiance en soi aussi, elle peut être établie par le fait de pouvoir avoir une discussion calmement avec la personne, par exemple, avec qui on a eu un différend, pour pouvoir expliquer son point de vue. Alors, j'y mets toujours un bémol, parce que, comment dire ça, tout le monde n'est pas assez intelligent pour comprendre. C'est malheureux, hein, mais il y a des discussions qu'on peut pas avoir. Il y a des gens qui sont pas capables de comprendre parce que ils sont sur leur position, sur leur façon de voir. C'est eux qui ont raison et il n'y a pas moyen de leur faire une ouverture d'esprit qui leur permette de voir les choses autrement. Et après, faut pas insister. Je veux dire, voilà. Je peux pas dire un idiot est un idiot, mais il y a un moment donné, faut pas perdre de temps. Mais ça veut dire aussi clairement que c'est une personne qu'il ne faut pas garder dans son entourage. Oui, et bien avancé, c'est encore pas au bout du bout malheureusement, parce que c'est en général c'est les personnes avec qui ça prend le plus de temps, parce que justement il y a ce rapport-là où on est censé garder des liens avec ses parents, donc il y a cette espèce de chape de plomb, d'épée de Damoclès, d'obligation entre guillemets qui est écrit nulle part, hein, et qui fait que voilà, on veut respecter entre guillemets cette espèce de règle implicite. Et du coup, ça prend du temps. Là où avec d'autres personnes, si ça le fait pas, on arrête la relation et on passe à autre chose. Avec les parents, voilà, on se sent dans l'obligation de, parce que par respect, machin, trucs qui ont pas de sens. Enfin, de mon point de vue, qui ont pas de sens. Si ça peut nous faire si ça nous fait du mal, ça a pas de sens. On n'a qu'une vie. Et on peut pas passer sa vie à être malheureux et mal dans ses baskets et tout ça à cause de nos parents. Voilà, il n'y a pas de manuel de bons parents. On peut pas. L'idée c'est pas de leur jeter la pierre. L'idée c'est d'accepter qu'il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de guide de bons parents et qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, entre guillemets, du mieux qu'ils le pouvaient, du mieux qu'ils le pensaient. Même si des fois ils se sont pas trop torturés le neurone concernant leurs enfants, mais les parents, mais voilà, l'idée c'est pas de leur en vouloir, c'est encore une émotion inutile, du temps perdu, ça sert à rien. J'ai tellement de choses, j'aurais tellement de choses à dire aussi là-dessus que mais c'est dommage parce que il y a beaucoup de gens qui ont subi une certaine pression, bonne, mauvaise, enfin peu importe. Mais dans beaucoup de domaines, il y a beaucoup de gens qui ont eu cette pression-là et qui s'en sont pas débarrassés et ils ont passé une vie de merde, en parlant poliment et tout ça pour qu'au final, voilà, c'est les parents quoi. Allô, voilà. Quel est l'intérêt? Enfin, je sais pas. On n'a qu'une vie, hein, c'est tellement précieux que ça en vaut pas la peine.